Midi 13h, Sud Radio dans tous ses états, Benjamin Glaise. Et vous êtes toujours sur Sud Radio à la suite du midi à 13h avec effectivement, Joseph le disait tout à l'heure, la Russie dans tous ses états et dans de nombreux états. L'Ukraine, la Biélorussie, une grande partie de l'Europe avec la guerre du gaz, denrées rares cet hiver, sans oublier le Mali, entre volonté de puissance, nostalgie soviétique. On en parle tout de suite avec notre invité du Face à Face. Sud Radio dans tous ses états, midi 13h. Le Face à Face. Le face-à-face sur Sud Radio dans tous ses états avec Cyril Brett, aujourd'hui agrégé de philosophie, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Vous avez enseigné à la faculté de sciences politiques de l'Université de Moscou et à l'Université de Moscou. Bonjour à vous Cyril Brett. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce midi sur Sud Radio. Alors on va bien sûr parler de la place et du poids de la Russie sur la scène internationale, mais déjà intéressons-nous à la dissolution complète en début de semaine de Mémorial. C'était l'association la plus connue, la plus ancienne de défense des droits de l'homme en Russie. Est-ce qu'on est ici sur un pur recul de la démocratie ou plutôt d'une certaine façon sur une envie, une volonté de réhabiliter l'URSS dans ce pays, Cyril Brett ? Oui, on est sur un recul effectivement de la liberté d'expression et de la liberté d'association et sur une avancée du contrôle de la société civile par l'État. On est pour autant assez loin de l'URSS où un seul parti absorbait à peu près toutes les élites et toutes les administrations. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la présidence russe et l'État russe se méfient de plus en plus de la société civile russe, de sa diversité et des voix dissidentes. Est-ce que c'est un aveu de puissance ou un aveu de faiblesse ? Je pense que quand on a peur d'une association, c'est plutôt qu'on se sent menacé. Donc il y a cette crainte, cette peur, cette menace. On parle de la question de l'URSS aussi. On célébrait le 30e anniversaire de sa chute il y a peu de jours. C'était dimanche dernier de mémoire avec un Vladimir Poutine qui a quand même qualifié la chute de l'URSS de désintégration de la Russie historique. Est-ce que là, en tout cas, on n'a pas d'une certaine façon un aveu justement de nostalgie peut-être du régime soviétique. Parfaitement raison. Oui, vous avez raison. C'est la névrose politique collective qui joue depuis la fin de l'URSS, depuis que je suis souvent en Russie. C'est ce dont tous les Russes, les citoyens, les administrateurs, les hommes politiques ont peur. C'est du retour des années 90 et de tous ces traumatismes. L'humiliation internationale, ça Sud Radio en parle abondamment, mais aussi les risques d'implosion à l'intérieur même de la Fédération de Russie avec des mouvements centrifuges, notamment dans le Caucase. On se souvient bien des guerres de Tchétchénie, en Asie centrale, en Sibérie, à peu près partout. Et donc, c'est cette en fait désintégration de la verticale du pouvoir et de la puissance de l'État qui est considérée par Vladimir Poutine, mais aussi par beaucoup d'autres citoyens russes, comme le mal absolu dont la Russie doit être préservée, d'où les interdictions de manifestations, les interdictions d'associations et de toute voix qui pourrait être discordante dans cet ensemble. Cyril Brett, pour reprendre un peu l'expression d'Henri Rousseau qui parlait lui de la mémoire du régime de Vichy en France et qui parlait à l'époque d'un passé qui ne passe pas, c'est-à-dire que en Russie aujourd'hui l'URSS c'est un passé aussi qui ne passe pas actuellement. Oui, tout à fait. Et loin d'être une honte pour l'opinion russe, l'URSS est une période qui est glorieuse. Bon, glorieuse à l'extérieur, je ne reviens pas là-dessus, mais c'était aussi une période qui était glorieuse parce que c'était une période du maximum d'expansion du nationalisme russe dans toutes les directions et bien au-delà sur le continent africain, sur le continent sud-américain. C'était le moment où la Russie avait un modèle complet à proposer au monde qui se posait à égalité avec celui des États-Unis. Et donc c'était le moment du maximum de puissance. Ce qui n'est pas le cas pour le régime de Vichy, qui est un régime issu d'une défaite. Au contraire, là c'est un régime qui est victorieux. Et je prends encore 2 secondes la parole. Le grand résultat de l'URSS, pour le citoyen russe et soviétique de la rue, c'est d'avoir défait le fascisme, c'est d'avoir défait le nazisme. Et toutes les célébrations qui ont eu lieu ces dernières années sur les commémorations de la victoire contre le fascisme, c'est comme ça que c'est présenté et annoncé, est portée au crédit de l'URSS. L'URSS, c'est un régime triomphant, c'est pas un régime de défaite. Et cette question-là, elle est cristallisée d'une certaine façon avec ce qui se passe aussi en Ukraine. On y pense forcément avec cette crise, les Russes qui ont massé des troupes à la frontière. On est vraiment ici sur l'exemple même d'une volonté de la part de la Russie de réinvestir ce passé glorieux, on va dire, d'une certaine façon, Cyril Brett.
Oui, et de se défendre des empiètements de l'OTAN. Il faut bien le voir. Il y a toujours ce côté, un peu cette dualité-là, oui. Ouais, toujours. La Russie se considère comme assiégée, se considère comme entourée. L'OTAN s'est étendue dans les anciennes républiques socialistes soviétiques baltes. Il faut prendre en conscience de ce traumatisme. Ça faisait 2 siècles que c'était dans l'espace russe puis soviétique. Puis là maintenant, ce sont des membres de l'Union européenne et des membres de l'OTAN. Et ce dont a peur la Russie, c'est que l'Ukraine, bien plus importante démographiquement, économiquement, stratégiquement, l'Ukraine suive les États baltes vers l'Union européenne, vers l'OTAN, et donc pour ce qu'elle considère être comme le réseau des alliances américaines. C'est un peu des airs de retour de la guerre froide d'une certaine façon, avec un appel, un coup de téléphone aujourd'hui qui est prévu entre les présidents américains et russes, entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Biden qui doit proposer une voie diplomatique pour résoudre cette crise. Il se dit profondément inquiet. Est-ce qu'elle peut véritablement encore dégénérer, cette situation en Ukraine, Cyril Brett ? Elle est de toute façon endémiquement précaire et porteuse de violence. En revanche, ça n'est pas la guerre froide, même si ça arrange beaucoup et Vladimir Poutine et Joe Biden pour des raisons politiques intérieures de faire croire à ce retour. Ça n'est pas la guerre froide parce qu'il n'y a pas de parité. Il n'y a pas de parité stratégique, pas de parité militaire, pas de parité économique et encore moins d'influence mondiale. Oui, la Russie tente des coups en Libye, en Centrafrique, au Venezuela, a réussi des coups en Syrie et dans le Caucase, mais ça n'est pas une puissance mondiale comme l'était l'URSS, omniprésente au Vietnam, dans toute l'Afrique orientale, en Amérique latine, à Cuba, etc. Donc on se joue un faux air de guerre froide et on ne voit pas la véritable difficulté des rapports avec la Russie, c'est que la Russie se considère comme humiliée et veut laver cet affront. Avec cette idée du coup que ça arrange un petit peu les deux parties d'une certaine façon, qu'on puisse en parler en ces termes. Vladimir Poutine qui a un autre rendez-vous aujourd'hui, puisqu'il en plus d'être au téléphone avec Joe Biden, il recevra Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, accusé par l'Union européenne d'avoir attiré des migrants depuis cet été à la frontière de l'UE, et ce avec l'aide de la Russie. Est-ce que l'Europe joue ici une part de sa crédibilité dans ce conflit-là, ces tensions avec la Biélorussie? En plus de l'Ukraine, c'est vrai que sur l'Ukraine, on parle beaucoup des États-Unis, de la Russie, mais beaucoup moins de l'Europe. Oui, on en parle moins, tout simplement parce que l'Union européenne ne s'est pas encore dotée de tous les instruments de la puissance internationale. Pour le moment, pas d'armée européenne, pas de diplomatie européenne omniprésente, pas de... Bon. En revanche, l'Union européenne joue sa crédibilité, je souscris à votre idée, tout simplement parce qu'elle a mis en place, pour la première fois pour l'Ukraine et pour la Biélorussie, un outil international qui fonctionne, qui sont les sanctions économiques. L'Union européenne étant une puissance avant tout économique et financière, c'est l'instrument par lequel elle essaie d'organiser un laboratoire de sa puissance à l'extérieur, et donc elle a engagé un bras de fer avec la Russie, avec la Biélorussie et dans d'autres contrées du monde par le biais des sanctions. Donc si les sanctions réussissent à obtenir une inflexion de la part de la Russie, ce sera tout bénéfice pour l'Union européenne. Si au contraire ça rate, ça consacrera encore une fois l'idée selon laquelle l'Union européenne est un nain géopolitique et un géant économique, mais un nain géopolitique voué à ne peser sur aucune des questions de sa sécurité directe. La Biélorussie, il faut bien l'avoir en tête, c'est au contact de la Pologne. Donc c'est en Europe, bien sûr. Tout à fait. Avec, vous parliez de bras de fer, il y a aussi la question de la guerre du gaz entre la Russie et l'Union européenne, et l'Europe qui a encore plus besoin peut-être cet hiver justement de gaz que d'autres années, et l'Allemagne qui aurait inversé les flux de gaz justement qui arrivent dans le pays vers la Pologne et apparemment aussi vers l'Ukraine, affirme en tout cas pour sa part la Russie. Là-dessus aussi on est sur un dossier, une des parts de ce bras de fer important. Oui, c'est un bras de fer encore plus compliqué parce que sous la table du bras de fer, il y a une vraie interdépendance. Ça fait plusieurs décennies, même du temps de l'URSS, que l'appareil de production européen est sous perfusion du gaz russe, qui est parmi les premiers exportateurs et les premiers détenteurs de réserves. L'équation, la bataille du gaz, elle est quasiment déjà perdue pour les Européens, notamment parce que l'usine de l'Europe, l'Allemagne, ne veut plus du nucléaire.
nucléaire. Donc elle est condamnée, elle ne veut plus non plus évidemment des gaz à effet de serre et de la pollution au charbon. Donc elle est condamnée à prendre à se placer dans la dépendance du gaz russe. Alors en période de cours du gaz très bas, cette dépendance ne se fait pas sentir du tout. En revanche, quand l'hiver est rude, comme ça va être vraisemblablement encore une fois le cas, quand les cours sont au plus haut et que la Russie en plus est particulièrement dynamique dans ses rapports diplomatiques avec l'Union européenne, et ben dans ce cas-là, effectivement, l'Union européenne, malgré tous ses efforts, n'arrive pas à remporter ce rapport de force face à une Russie qui est plutôt faible économiquement, puisqu'elle dépend elle-même beaucoup des exportations d'hydrocarbures, de minerais et d'armes pour financer son budget. Mais là, effectivement, la bataille de cet hiver est en train d'être perdue, notamment l'Union européenne n'y est pas pour grand-chose. Les cours sont très hauts, donc la Russie est en train de reconstituer ses réserves. L'Europe, mais aussi l'Europe, mais aussi l'Afrique. Cyril Brett, la Russie qui avance ses pions, pour le coup, notamment au Mali, avec des mercenaires russes du groupe Wagner qui sont arrivés sur place. L'information avait été dévoilée jeudi dernier par une quinzaine de puissances occidentales, dont la France, qui avait dénoncé ce déploiement. Déjà, c'est quoi ce groupe Wagner, Cyril Brett ? Alors c'est ce qu'on appelle un groupe de sécurité privée ou un groupe militaire privé. Bon, des mercenaires, c'est effectivement concrètement d'anciens soldats russes qui sont, ou des soldats actifs, mais qui prennent une suspension et qui effectivement vont assurer la sécurité, mener des opérations payées par un État étranger. Alors est-ce que c'est une relation purement commerciale ? Non, ça ne peut pas l'être, évidemment, puisque plusieurs régimes ou plusieurs acteurs politiques en Afrique, que ce soit Général Haftar en Libye ou d'autres acteurs, considèrent que la société Wagner est capable d'assurer la survie de leur régime, d'assurer la survie de leur présidence, de leur pouvoir ou de leur campagne. Donc effectivement, cette société, si les faits sont confirmés, je crois qu'ils le sont, effectivement, la présence de cette société en Afrique, mais c'est une autre stratégie que le bras de fer avec les États-Unis, l'OTAN et l'Union européenne. Si je voulais être parfaitement familier, je dirais c'est toujours tout bénef. Ils tentent, c'est une approche indirecte, la traçabilité vers l'État russe est supposée mais jamais vraiment établie. Prouvé, et puis, voilà, un mercenaire, ça peut tout à fait être désavoué, oublié, abandonné, rapatrié, et donc on peut tenter des opérations, voir quelle est la réaction, tester la fermeté, mais ça n'est encore une fois que des gains qui peuvent être engrangés, d'autant plus que là, la réaction de la France le montre bien. La France s'inquiète de la contestation de son influence traditionnelle, j'allais dire de son précaré, en Afrique centrale. Et donc, la réaction de la France montre bien que le coup est particulièrement bien joué du point de vue des intérêts russes. Vous avez fait la transition avec la France. Justement, la question de la France, Cyril Brett, parce que nous sommes on le disait tout à l'heure, à 3 mois et des poussières du premier tour de l'élection présidentielle. 2017 avait été marqué par des tentatives d'ingérence russe. Ça risque d'être encore le cas pour 2022. Il faut s'en inquiéter. Écoutez, la Russie, en général, et Vladimir Poutine, en particulier, ont réussi depuis une décennie à devenir des hommes politiques en France, à devenir des hommes politiques influents dans les échiquiers politiques, en France, en Italie, en Allemagne, bien évidemment, par le biais des médias qu'on connaît bien, par le biais aussi du recrutement d'hommes politiques. Un ancien chancelier allemand dirige une société russe. François Fillon vient d'être engagé par une société russe également. Donc la Russie est un acteur de nos échiquiers politiques nationaux, à travers le cyberespace aussi. Et c'est une stratégie d'influence particulièrement efficace parce que, bien sûr, la Russie est influente dans tous les États, pour reprendre la formule de votre émission, mais tous les États en Europe ont aussi les yeux tournés vers la Russie, alors que la Russie est un nain économique, c'est entre le PIB de l'Espagne et le PIB de l'Italie. C'est une économie qui est très très dépendante de ces exportations de matières premières, et c'est un État qui, en Europe, est relativement isolé, hormis la Biélorussie de Loukachenko. Donc, c'est un peu la grenouille qui réussit à se faire aussi grosse que le bœuf, surtout aux yeux des opinions occidentales.
C'est-à-dire que sur les volontés de puissance, les espoirs de puissance, finalement, on en est loin. Pour la Russie, elle ne retrouvera jamais, finalement, en tout cas pas pour longtemps, la position qu'elle avait au niveau des relations internationales auparavant. Alors, on peut jamais dire jamais. En revanche, on peut dire que dans un horizon de 10 ans, faute de réindustrialisation, faute de diversification de son appareil productif, faute de réforme de son appareil judiciaire, administratif, et faute d'un sursaut démographique, parce que la Russie perd encore le nombre des habitants, la trajectoire de la Russie ne pourra pas ressembler à la trajectoire de l'URSS, puissance mondiale et conquérante, et son destin est plutôt de continuer à avoir cette politique entre revanche et coup d'éclat loin de ses frontières, pour essayer de conserver le statut de grande puissance que la Deuxième Guerre mondiale lui avait donné. Cyril Brett, un grand merci d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes agrégé de philosophie, diplômé de Sciences Po Paris. Vous avez également enseigné à la faculté des sciences politiques de l'université de Moscou. Merci à vous et bonne fin d'année, Cyril Brett. Merci à vous aussi. Au revoir. Allez, le midi 13h, c'est fini, mais on se retrouve demain. Merci à Thibaut, toujours fidèle au poste à la réalisation de cette émission. Merci également à vous, Joseph Ruiz. On revient demain notamment pour parler, mon cher Joseph, bien du mal-être de notre jeunesse en cette période de réveillon sous Covid. Oui, tout à fait. Et pour cela, nous recevrons le psychologue Jean-Pierre Vouche pour parler de cette détresse psychologique de nos étudiants, de nos jeunes, peut-être un peu plus globalement. On lui posera la question et surtout de ceux qui vont enchaîner Noël et le Nouvel An tout seul, confiné. On parlera aussi écologie avec notre invité du Face à Face, Bertrand Alliot, docteur en sciences politiques et porte-parole de l'association Écologie. Lui est un écologiste, mais il dénonce l'écologie dite du catastrophisme. Il a écrit un livre sur ce thème, nous en parlerons. On le rappelle, midi 13h, soyez au rendez-vous. Restez sur Sud Radio. Tout de suite, les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité Jean-Paul Enthoven. Sud Radio dans tous ses états, midi 13h. Benjamin Glaise.